le desserrement familial, enfin, il y a des tas de raisons qui expliquent que Paris a perdu des habitants, mais il n'empêche que c'est un fait et que quand on parle de densité, il y a eu plus dense dans l'histoire. Et si on compare, alors je suis désolé, c'est très 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 flou, mais le poids de Paris dans l'agglomération, on voit que effectivement Paris a perdu du poids par rapport à son aire métropolitaine, et de manière très, très spectaculaire. On observe depuis 2000 une reprise démographique sur Paris. Paris regagne un peu d'habitants, mais il n'empêche que si on compare par rapport à l'ère urbaine, évidemment, l'écart se creuse, se creuse, se creuse. Et il y a aussi la question d'étalement urbain qu'il faut mettre en rapport. Et donc on a ce constat-là qui est que à la fois la ville dense se dédensifie et qu'en même temps les alentours et l'aire métropolitaine gagnent des habitants. Donc ça c'est juste une image un peu retravaillée que je me suis amusé à faire en imaginant ce que pourrait être effectivement cette ville qui continue à s'étaler. Donc je ne vais pas revenir sur les enjeux écologiques qui ont été suffisamment énoncés. Ah, pardon. Ah, d'accord. On part souvent de ça, c'est-à-dire de ce constat qui a été fait par ces deux chercheurs australiens, Kenworthy et Newman, qui ont mis en évidence donc le rapport entre la consommation de carburant et l'étalement urbain. Donc c'est effectivement cette recherche-là, elle inspire, je dirais, à la fois les politiques urbaines aussi et les architectes, parce que la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que plus on est compact, et plus on est efficace du point de vue de la consommation énergétique. Donc je voulais quand même le montrer. Alors, vous voyez quand même que Paris, dans leur schéma, Paris n'est pas forcément la ville la plus dense en Europe. C'est encore une question d'appréciation. Comment tout ça a été fait. Critique qui est souvent énoncée sur ce travail-là, c'est que ils n'ont pas pris, ils ont pas considéré que le parc automobile était différent aux États-Unis de ce qu'il est en France. À l'époque où ils ont fait cette étude, dans les années 90, je ne vais pas rentrer dans la polémique qui est liée à cette étude-là, mais n'empêche que elle est quand même intéressante. Alors, les enjeux, donc, si on est d'accord qu'il faut densifier, compacifier, il faut savoir où et comment. Est-ce qu'il faut densifier le pavillonnaire ? J'ai pris cette image d'un artiste qui s'appelle Simon Boudvin, qui a d'ailleurs été enseignant ici, et qui s'est amusé à faire des photomontages qui sont assez efficaces, parce que il a imaginé que effectivement ces maisons étaient superposées, mais il a aussi imaginé que les immeubles de la petite couronne pouvaient se stretcher et comment dire, s'élever comme ça dans le ciel de Paris. Alors, est-ce qu'il faut faire l'un contre l'autre ? Dans le Grand Paris, on a entendu un peu les deux positions. Il y a des équipes qui prônent plutôt la densification du pavillonnaire, d'autres qui prônent plutôt la densification de la ville dense, donc de densifier ce qui est déjà dense. Est-ce qu'il faut densifier autour de Paris ? Bon, là, excusez-moi, je fais un peu d'autocitation, c'est un projet que j'ai fait il y a quelques années, et j'ai trouvé étonnant, d'ailleurs, un jour, je suis tombé sur cette affiche de l'industrie du bois qui faisait la promotion du bois pour l'étalement urbain, pour lutter contre l'étalement urbain. Parce qu'évidemment, tout le monde voit midi à sa porte, tous les industriels de la toiture, on a vu hier le cas de Terreal, se disent que finalement il y a quelque chose à faire avec la densification par les toits. Pourquoi je montre ça ? Parce qu'en fait,
quand on travaille sur les toits, on ne travaille pas que sur le toit. Dans le cas de cette maison, on a réussi à gagner quasiment plus de la moitié de la surface initiale. Et c'est à mon avis une piste assez intéressante que de se dire qu'on ne travaille pas uniquement sur la couche de l'épiderme, mais aussi sur le tréfonds. Voilà, alors, il y a aussi la piste de la densification des cœurs d'îlots. Il y a quelques années, la ville de Paris, enfin le bureau des règlements de la ville de Paris m'avait demandé de regarder un peu l'évolution réglementaire de certains dispositifs, certains articles, en tout cas ce qui concerne les cœurs d'îlots. Et donc, à l'époque déjà, on ne parlait pas trop de densification par les toits ou ni de densification autour de Paris par des tours. On s'était posé la question de savoir si on ne pouvait pas être un peu plus optimal dans la manière d'envisager le règlement. Et donc, on avait sorti quelques propositions très simples d'adossement par rapport à des pignons qui existaient, mais qui étaient impossibles à faire à l'époque. Et certaines dispositions, d'ailleurs, ont été reprises dans le nouveau règlement, dans le PLU. Mais c'est vraiment à la marge que ça se joue. Et puis, on peut aussi se dire, Philippe a montré Hénard tout à l'heure avec la rue du futur. Et Hénard imaginait aussi cette ville, la ville moderne du futur, comme ceci, c'est-à-dire au fond avec des émergences, des tours. Donc c'est une idée ancienne, qui est nouvelle, mais qui est ancienne aussi. Voilà, donc densifier ce qui est déjà dense nous a paru, en tout cas pour une piste intéressante. Alors, est-ce qu'il faut rajouter une couche de manière uniforme et comme ça a été montré par nos amis MVRDV, évidemment que c'est beaucoup plus subtil que ça et que ça ne peut pas être uniquement l'ajout uniforme d'un étage. Et est-ce qu'il faut aussi tartiner, pardonnez-moi l'expression, de panneaux solaires les toitures de Paris? On a entendu hier le chiffre de l'objectif de la ville de 200 000 mètres carrés de panneaux à l'horizon de 2020, je crois, c'est ça. La personne qui a présenté a eu l'honnêteté de dire qu'il n'y arriverait certainement pas à faire le quart de ce qui est prévu. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus une très bonne idée de continuer dans cette voie-là, parce que il y a aussi l'obsolescence des techniques qu'il faut considérer. Évidemment, tout le monde n'a pas la bonne exposition, donc il faut aussi réfléchir à la manière dont on mutualise la production de cette énergie, ce qui suppose aussi qu'il faudra réfléchir à une autorité qui régule la distribution de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans l'idée d'un accès public, et ERDF, avec toutes les critiques qu'on peut faire, joue ce rôle de service public d'accès à l'énergie. Donc l'autonomisation est certes une idée intéressante, mais il faut aussi voir qu'il peut y avoir des critiques à ça. Je vais aller plus vite, oui. Alors, et puis on peut pas non plus mettre à niveau, entre guillemets, tout. Là, je suis amusé un jour, j'étais très en colère après la réglementation thermique actuelle, et je me suis dit qu'est-ce qu'on ferait de la maison de verre de Pierre Charot dans l'état actuel de la réglementation de l'ART. Et voilà. En plus, c'est une sous-élévation. Donc, tout le monde n'a pas accès au toit. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Autre paradoxe que je voudrais souligner, c'est la question du choix entre la vue et l'orientation. Je me suis retrouvé il y a quelque temps sur le toit d'un bâtiment de Dominique Perrault à Rouen, le toit d'un bâtiment très, très important, une arène sportive, sur laquelle quasiment toute la toiture a été traitée en panneaux solaires intégrés à l'étanchéité. Et je me suis fait cette réflexion. Il y a une vue là qui est fantastique, qui est à la fois une vue qu'on peut donner, mais une vue aussi sur les toits.
est-ce que c'est ça l'avenir de... voilà, bon, c'est une question ouverte. Hein. Je veux dire qu'il y a là une demande paradoxale qui n'est pas, qui est loin d'être arbitrée. Et puis, si on revient sur la question du règlement, puisqu'on parlait de vue, un des fondements du règlement parisien, c'est le faisceau des hauteurs, avec la limitation à 37 mètres, comme vous le savez. Et donc, si on va au-delà de ça, il va bien falloir revoir ce type de schéma, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de conception hygiéniste, mais aussi du paysage que l'idéal de la règle est censé porter. Voilà, donc, autre chose à laquelle il va bien falloir s'attaquer, c'est la densité actuelle, qui est de fait bien plus élevée que ce que permet le règlement aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous voyez en rouge, là, c'est tout ce qui est excédentaire par rapport à ce qui est permis. Donc ça veut dire qu'on a deux solutions. Soit on rase Paris pour le remettre à niveau, soit on s'adapte, soit on trouve des compromis. Alors je voulais vous montrer aussi l'évolution du règlement dans l'histoire. Bon, je ne suis pas parti de très, très, très loin, parce qu'il y a eu des règlements avant 1783, mais finalement, ça a assez peu évolué entre 1783 et aujourd'hui. Bon, il y a eu l'épisode de 1902, et on a vu qu'à l'époque, Paris, il y avait 2 700 000 habitants, donc il fallait trouver des solutions pour densifier Paris. L'épisode aussi des années 60, où avant la construction des villes nouvelles, on se pose aussi la question de la densification de Paris. Et donc on permet des étages supplémentaires de manière assez spectaculaire. Mais si on enlève cette période-là, finalement on est plutôt sur quelque chose qui se maintient. Voilà. Alors je suis content que Nasrine soit là, parce qu'évidemment Vienne est un excellent exemple en matière de volontarisme politique et aussi architectural. Parce que la réforme de la règle, à un moment donné, a permis aussi qu'émerge un genre qui est la surélévation, qui est le... Alors il y en a il y a plein de genres. Il y a à la fois le côté très spectaculaire, mais il y en a qui sont beaucoup plus discrètes. Il y en a... Voilà, donc... alors, on a quand même des possibilités à Paris. Hein. Ça, c'est une carte de Clémence Le Gentil. Tu pourrais juste dire un mot, peut-être ? C'était une étudiante qui a fait son diplôme sur la question de la surélévation et qui avait donc pris en effet la carte des hauteurs possibles dans Paris, la carte des hauteurs existantes, et qui avait fait une sorte de carte en négatif une carte très théorique de ce qui était constructible, pour s'en tenir compte si c'était un bâtiment historique et autres. Donc une sorte de volume capable, constructible dans Paris. Et qui donnait cette carte assez étonnante où on se dit, sans chercher à modifier les règlements, on pourrait construire un nombre de mètres carrés extrêmement important. Voilà, sans chercher à modifier le règlement. Et ça, c'est effectivement assez... Donc, comme je vois Eder qui nous a accompagnés pendant cette recherche sur Paris 2030, je suis content qu'il soit là, parce que bon, il a quand même beaucoup travaillé sur ces fiches-là. On a travaillé sur plusieurs boulevards en montrant ce qui s'était fait dans les années... Oui. Mais la recherche Paris 2030, on a travaillé sur la question de la surélévation d'un point de vue historique. On a voulu démontrer en prenant une série d'axes parisiens majeurs reconnus, genre boulevard de Strasbourg, boulevard Sébastopol, avenue de la République, donc des axes qui sont parisiens, a priori appréciés dans leur architecture dite parisienne, et on voulait démontrer que ces bâtiments composant ces grands axes avenues et boulevards avaient été surélevés de manière extrêmement importante. Et on est arrivé à un taux assez considérable de surélévation déclarée, de surélévation non déclarée, et on a donc comme ça, on a analysé tous les permis de construire, on a vraiment dépouillé, entre autres c'était donc en effet Eder et Nuno aussi, qui ont dépouillé tous les permis de construire de ces grands axes pour montrer la masse de bâtiments surélevés, et on a cherché à comprendre pourquoi on surélève. Donc il y a des raisons économiques, des fois il y a simplement des raisons de prestige. On va surélever, un hôtel va être surélevé juste pour avoir une façade qui soit plus haute et plus visible de loin. Et on surélève aux endroits où c'est déjà dense. Et on surélève en effet déjà des immeubles denses. Et on a aussi, après, tous les courriers de l'administration parisienne, pas toucher au micro.
Et on a tous les courriers de l'administration parisienne qui expliquent pourquoi ils refusent ou pourquoi ils acceptent les règlements. Et donc c'est étonnant de voir comment en 1910, on pouvait débloquer un permis de construire en l'espace d'une semaine. Alors là, dans cet exemple-là, il y a 3 étages supplémentaires qui ont été rajoutés. Sur un bâtiment qui en faisait déjà 4. Donc en gros, il y a quasiment presque, il y a presque doublé en surface, uniquement grâce à la surélévation. Et ce qui nous intéressait, c'est cette question de la perception. C'est-à-dire que beaucoup de ces immeubles surélevés, on ne voit pas qu'il y a une surélévation. Donc il n'y a pas forcément le geste architectural qui va avec, mais il y a une sorte d'intégration dans la ville existante sans forcément que ce soit une chose particulière. Et ça nous semble important dans une ville à Paris patrimoniale avec le nombre d'associations, de monuments historiques et autres, dans lequel on a tendance à dire qu'on ne peut pas modifier la ville pour des raisons de son paysage magnifique, des toits en zinc et autres, alors que cette démonstration historique montre que ça s'est fait dans le passé et ça pourrait continuer à se faire sans forcément que ça pose de problème d'un point de vue esthétique. Là, on montre quelques exemples, évidemment. Bon, certains ont crevé quasiment la toiture. Hein, il y a plusieurs familles de tout ça, entre le redressement de combles et l'ajout de 3 étages. Il y a plusieurs stratégies. Et, on voit ici quelques exemples assez spectaculaires. Hein. Il suffit de lever la tête après pour se rendre compte que quasiment tout le paysage parisien n'est fait que d'addition et de surélévation. Là, on voit encore... ça, c'est un exemple contemporain. Mais il y a aussi ça dans les années 50, dans les années 60. Là, c'est les années 90. Oui. C'est une faculté de... Voilà, quelques exemples. Vous voyez, des fois, c'est quasiment la moitié de l'immeuble qui a été rajouté. Quelquefois, c'est très visible, d'autres fois, on le voit pas. Voilà, il y a ça. Et puis ça aussi, qui fait partie aussi du paysage. Moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire, même si la photo n'est pas de très bonne qualité, on comprend qu'effectivement, il y a des enjeux d'échelle. Et puis aussi ça, c'est-à-dire ces petites maisons qui ont poussé sur les toits. Voilà, donc, et puis bon, ça vous connaissez parce que c'est juste à côté. Et puis ça qui évoque évidemment l'image que tu as montrée à la fin de Friedman avec la ville suspendue. Alors, tout ça nous fait dire qu'évidemment, bon, peut-être que c'est pas uniquement d'addition dont il faudrait parler, c'est d'une nouvelle manière de déplier la ville sur elle-même, c'est-à-dire de trouver une logique qui permette à la fois d'être économe du point de vue de la consommation du sol, mais en même temps aussi de réinventer la fabrication de la ville sur elle-même. Merci. Alors le toit en tant qu'abri demeure l'une des figures archétypales de l'habitat humain. Le couronnement est une figure liée à la composition architecturale au fil des âges. Par le truchement de l'hygiénisme du XIXe siècle, le XXe réinvente le toit terrasse, le toit plat habitable. Né avec le développement de l'aéronautique et des immeubles de grande hauteur, le concept de la 5e façade suppose la vue des airs à vol d'oiseau. Il évoque le toit recevant un traitement architectural en rapport avec l'idée de voir et d'être vu. Depuis, une vue du paysage des villes à partir des toits fait partie de l'expérience urbaine courante. La 5e façade, qui n'est plus désormais résiduelle mais conceptualisée, impose, contrairement à la notion de façade tout court, qui évoque, elle, une vue latérale à partir de la rue, une vue plongeante du plan horizontal des toitures avec en fond de scène des repères urbains, des monuments, des paysages surgissant au-dessus du domaine du sol urbain, au-dessus du bâti compact de la ville traditionnelle. À un siècle d'écart, plus encore et avec plus d'urgence qu'à l'aube du mouvement moderne, diverses approches au développement durable attirent l'attention sur l'étendue et le potentiel inexploité que représentent les toits des villes. Ce territoire, dernière frontière de l'aménagement urbain,
reste à conquérir et à problématiser. Au moment de l'éveil au potentiel à la fois énergétique, écologique et immobilier de la 5e façade comme territoire disponible, il est opportun d'interroger la naissance de nouvelles stratégies, usages et formes qui commencent à meubler ce territoire pour en cerner les significations et pour en projeter l'avenir. Par ailleurs, la dimension sémantique des toits, notamment quant à leur part dans l'image distinctive des villes, trouve sa résonance dans le 4e pilier du développement durable, celui de la dimension culturelle dont nous a parlé Philippe Madec hier. En effet, la qualification culturelle des paysages bâtis est désormais en voie d'être reconnue comme l'un des objectifs durables. En termes d'aménagement, cela implique précisément une attention accordée, entre autres, aux mutations des modes de vie, à la qualité architecturale et à l'identité du cadre bâti. Pourtant, des recherches montrent que sous l'effet de l'émulation et de la normalisation des solutions visant l'efficacité énergétique, les identités urbaines subissent des ruptures et des discontinuités. Il semble en effet qu'à l'enseigne de l'engouement pour le développement durable, les approches retenues relèvent en quelque sorte d'une utopie pragmatique où le toit participerait à l'instrumentalisation tous azimuts du bâtiment, sans questionner les autres enjeux qui accompagnent les cultures architecturales et urbanistiques. Dans ce contexte, notre projet de recherche interroge le devenir énergétique et écosystémique de ce territoire naissant et son imaginaire, face aux récentes réalisations et aux connaissances abordées depuis des pratiques scientifiques et des pratiques opérationnelles convergentes en architecture et en aménagement. La recherche propose un regard croisé sur